Donc pour ma part, je m'appelle Raluca Mogos-Descotes, je suis maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université de Lorraine. Je suis en poste à l'IAE de Metz plus précisément. Par rapport à mon background d'études, j'ai fait des études sciences politiques, relations internationales. Et par la suite, j'ai eu une petite expérience en politique, relations internationales. Et par la suite, j'ai eu une petite expérience en fait de travail durant une année et demie dans une entreprise exportatrice. C'était l'entreprise de mon père. Mon père, en fait, il a intermédié des contrats dans l'industrie textile entre la Roumanie et l'Italie. Donc, j'ai fait un master recherche en gestion cette fois-ci, en affaires internationales, une thèse en co-tutelle entre l'Université de Dortmund et l'Université de Lorraine. Et j'ai presque naturellement, je me suis intéressée à la thématique en fait, de l'internationalisation des PME et au lien entre les pratiques de recherche d'information sur les marchés d'export et la performance internationale des petites et moyennes entreprises. Ma présentation elle est en anglais, toutefois je vais réaliser la présentation en français. Dans un premier temps, je vais parler de l'importance de ce sujet de recherche, d'un point de vue théorique comme managérial. Ensuite, je vais introduire les principales, si vous voulez, théories, mais aussi les concepts sur lesquels j'ai travaillé, les points 2, 3 et 4. Ensuite, je vais vous exposer le modèle en fait, d'exformation à l'export sur la performance internationale, les résultats et puis les conclusions. Donc pour la question de recherche, effectivement, d'une manière générale, il est très important que les entreprises développent des activités de veille. Et à l'export, c'est encore plus important. Je pense que vous travaillez tous sur l'export, vous réalisez bien quels produits proposer auprès de qui. Pour les PME qui souvent manquent en fait des ressources financières et humaines, ce sont des questions plutôt compliquées en fait. Et si on regarde par exemple l'Observatoire des PME européennes, les études de l'Union européenne qui sont refaites systématiquement, une des principales barrières des petites et moyennes entreprises qu'elles citent régulièrement à l'export, c'est le manque d'informations sur les marchés. D'où c'est vraiment important en fait, de s'intéresser aux liens, comment on recherche l'information export et comment transformer cela en performance internationale. Une autre chose, c'est qu'en fait, la plupart des études aussi se concentrent sur l'influence de l'environnement. Et là aussi, très souvent, les études qui sont menées mettent souvent l'accent sur, par exemple, des questions de compétitivité au sein d'un secteur industriel, aussi de turbulence environnementale. Est-ce que c'est un environnement qui est très mouvementé par la régulation? Est-ce que la législation change? Parce que tout ça, ça a un impact sur les activités des PME. Mais il y a très peu de travaux en fait, qui se sont intéressés à l'impact de l'environnement domestique sur la manière les entreprises déjà voient l'export en termes de valeur. Comment ces entreprises, est-ce que peut-être des institutions dans certains pays ont peut-être un impact sur la manière dont les gens collectent l'information, vont à l'international et comment ils envisagent le développement international en général. Donc je me suis intéressée en fait à cet environnement des entreprises, bien qu'il y ait des exceptions, évoluent dans un environnement domestique et ensuite vont à l'international. Donc presque d'une manière inhérente, je dirais, l'environnement local a un impact sur la manière dont les entreprises conçoivent l'international. D'où ça m'a semblé important de ces pratiques d'information export. Donc ça c'est d'un point de vue très théorique, c'est des anciennes perspectives théoriques, mais en fait même des études très récentes traitent de ces perspectives théoriques, je vais vous expliquer. La première, c'est par exemple les travaux de Galbraith, issus de la théorie de la contingence, qui explique qu'il faut s'informer d'une manière extensive, c'est-à-dire contacter beaucoup de sources d'informations et acquérir des volumes importants d'informations. Donc ça, c'est sa thèse. C'est la quantité qui prime ici. Sa thèse elle a été mise en question par la suite dans la perspective qualitative qui Argyris et Wilenski qui disent en fait il est important de beaucoup s'informer, mais il est encore plus important que cette information soit adéquate par rapport à ce qu'on veut faire
c'est pas la peine de collecter de l'information sur tout et n'importe quoi, mais c'est par rapport à des points spécifiques. Donc, par rapport à ce qu'on veut faire, est-ce qu'on cherche un marché? Il faut s'adresser auprès d'un certain acteurs, savoir comment identifier des partenaires et ensuite savoir si le produit colle aux attentes du marché, ainsi de suite. Donc lui, il met l'accent sur l'adéquation et sur des qualités de ces sources d'informations et de ces types d'informations que les entreprises acquièrent. Par la suite, il y a d'autres travaux, par exemple Simon, le prix Nobel, qui en fait, lui, il a la thèse de Bounded Rationality, je pense que c'est la rationalité limitée. En fait, Simon dit on ne va pas pouvoir l'utiliser de la même manière parce que nos capacités cognitives ne sont pas les mêmes. Et Kirchner, notamment, il dit aussi, en fait, la perspective psychologique, il dit que nous n'avons pas la même capacité à saisir les opportunités. C'est nos profils psychologiques et saisir les opportunités. C'est nos profils psychologiques et nos backgrounds n'est pas tous pareils. Et même si ces dernières deux perspectives sont très intéressantes, je pense que vous réalisez bien que dès lors qu'on essaie de mesurer, parce que quand on fait de la recherche, on essaie de mesurer, comment mesurer la capacité d'un individu? Quand on fait de la recherche, on essaie de mesurer comment mesurer la capacité d'un individu à saisir des opportunités à l'export, ou comment on peut mesurer la capacité de calcul d'un dirigeant à prendre la bonne décision. C'est très sympathique, mais dès lors qu'on arrive au problème de mesure, cela devient un petit peu compliqué en fait à opérationnaliser. Et finalement, il y a cette perspective, capacité d'absorption qui était en fait mise en place par Cohen et Levinthal dans les années 90. Ces auteurs avaient dit qu'en fait, cette capacité sur les marchés et la transformer afin de générer du profit et de la richesse dans une entreprise. Donc la perspective qui est organisationnelle ici, et la seule qui est organisationnelle, c'est la capacité d'absorption, qui fait référence à l'entreprise et non pas par exemple aux dirigeants comme cognitifs et psychologiques ou des aspects liés à l'information. Je critique un petit peu les autres perspectives, même si il n'y a pas du tout bon ou du tout faux, mais typiquement quantitative, il y a beaucoup cette littérature sur l'export, l'information export et la performance. Il y a un corpus très important qui avait lié tout simplement combien de sources d'informations sources d'informations on consulte, à quelle fréquence, quel type, directement avec la performance internationale. Et les résultats sont extrêmement contrastés, tout simplement parce qu'il ne suffit pas de faire de la veille. Donc on peut acquérir beaucoup d'infos que les entreprises font véritablement avec cette information, comment elles l'utilisent. Et là-dessus, on a très très peu de travaux actuellement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis penchée plus sur la capacité d'absorption. Toutefois, le lien avec la performance n'a pas été fait par Cohen et Levinthal. Eux, pour lier cela à la performance, il y a des travaux de Zara et George qui ont expliqué qu'il y a 4 étapes, si vous voulez, dans la capacité d'absorption. Dans un premier temps, ça c'est une capacité potentielle, les entreprises doivent collecter l'information, donc s'informer sur le marché d'export. Dans un deuxième temps, il est important d'assimiler, donc au niveau de l'entreprise, par le biais on va dire des mécanismes de coordination, communication. Ça peut être la communication, ça peut être aussi la formalité au niveau de la communication. Ça peut être aussi le degré de centralisation. Est-ce qu'il y a des pratiques d'intégration de la connaissance export dans l'entreprise? Donc tout c'est plus des procédures et des process managériaux qui font qu'il y a un terrain favorable, si vous voulez, pour que l'information soit utilisée par toute l'entreprise. Ensuite, il est important de la transformer et l'exploiter. Transformer, de prendre des décisions. Par exemple, si un importateur vous dit vous devrez peut-être adapter le produit, véritablement réfléchir est-ce que je devrais faire ou pas, ou comment le produit, véritablement réfléchir est-ce que je devrais faire ou pas, ou comment le faire. Et ça, c'est la transformation. Et l'exploitation, c'est lancer le produit sur le marché et véritablement arriver
voilà, via ces activités réactives par rapport à l'information qu'on reçoit, prise de décision, donc on arrive à de la performance. Bien entendu, l'environnement a une influence. Comme je vous ai dit, il y a des pays où il est plus facile d'acquérir déjà de l'information export, où il est plus facile de collaborer. Il y a des pays où il y a peut-être des dispositifs gouvernementaux pour former les gens, pour travailler à l'export, etc. Donc, toutes ces choses-là font que l'environnement a une influence importante. Donc, tous les travaux sur la capacité d'absorption, en général, et peut-être malheureusement, ont un focus interne, c'est-à-dire souvent le focus est mis sur le processus interne d'utilisation de l'information et un petit peu moins sur l'influence environnementale, où là aussi, c'est souvent sur les variables dont je vous ai parlé, par exemple compétitivité ou turbulence environnementale. Donc par rapport à l'influence de l'environnement, donc il y a une théorie institutionnelle qui explique qu'en fait il y a trois piliers de l'environnement qui peuvent avoir un impact sur les pratiques d'affaires en général et plus précisément sur les pratiques export. Déjà, il y a la première trait en fait à la législation surtout et aussi aux politiques de soutien qui viennent de la part du gouvernement pour soutenir certaines activités. Ensuite, il y a une dimension cognitive, donc c'est la connaissance sociale sur un certain sujet. Par exemple, il y a des pays, la connaissance sociale sur un certain sujet. Par exemple, il y a des pays peut-être dans lesquels, par exemple, je vous donne un exemple qui n'a pas un lien avec l'export. Il y a des pays peut-être où l'entrepreneuriat est plus mis en valeur. Il y a peut-être des pays où on met l'accent sur le secteur high-tech, où il y a des zones comme Silicon Valley. On met l'accent sur une industrie et le développement d'un corpus de compétences unifié. Et puis, il y a le système de valeurs, c'est-à-dire, il y a des pays où peut-être l'export il est plus ou moins important, où les gens voient ça d'une manière plus ou moins positive dans la société. Ces profils, en fait, ne sont pas généralisables, elles sont très spécifiques à des domaines. Ça peut être l'exportation, ça peut être, je ne sais pas, l'entrepreneuriat, typiquement, qui ont des images différentes dans la société et puis sur lesquelles l'environnement institutionnel diffère. Donc, si on adapte ces dimensions à l'export maintenant, donc la dimension régulatoire, elle se réfère à des lois et des dispositifs qui peuvent en fait faciliter ou entraver le développement international des PME. La dimension cognitive, c'est qu'est-ce que les gens. Est-ce que d'une manière générale, il y a une connaissance généralisée quant à la manière d'identifier des pays d'export, à saisir des opportunités, à décider si les produits correspondent bien aux besoins. Et notamment, peut-être, il y a aussi des traits un peu plus culturels sur la manière les gens sont capables de gérer l'incertitude. Un peu plus culturels sur la manière les gens sont capables de gérer l'incertitude. Parce que selon les pays, on n'a pas la même capacité. Et ensuite, il y a la dimension normative, donc ça c'est le système de valeurs. Si par exemple l'exportation elle est vue comme une preuve de succès, si les entreprises exportatrices sont vraiment fières d'exporter, dans exactement pareil non plus. C'est l'admiration générale de la société vis-à-vis de l'export, la fierté d'une société. Je vous donne un exemple, par exemple il y a les Pays-Bas, c'est un petit pays qui exporte depuis la nuit des temps, parce qu'ils étaient aussi obligés par rapport à leur situation géographique et à leur petitesse, peut-être. Mais toutefois, c'est un pays qui est extrêmement orienté vers l'export, où ça, c'est vraiment le plus important, parce que s'ils ne font pas ça, leur croissance économique, elle est... C'est un peu comme le Canada aussi. Oui. C'est un grand pays, mais oui. Pas beaucoup de monde. Faut exporter. Effectivement, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Si vous avez des remarques, c'est peut-être plus... Enfin, on peut le faire comme ça, ou vous pouvez me poser des questions à la fin, mais à tout moment, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. Moi, j'ai une petite. Oui, dites-moi. Parce que dans la dimension cognitive, vous avez dit que les gens, parfois, Donc, disons que c'est lié avec la gestion des risques. Oui, ça aussi. Mais la gestion des risques, c'est en fait un facteur culturel que je mettrais plutôt dans le système de valeurs.
Je pense que c'est un petit peu un mi-chemin. Oui, c'est entre les deux. C'est ça. Ah ouais, c'est parfois, effectivement, de toute façon, c'est ça. Ah ouais, c'est parfois, effectivement, de toute façon, c'est trois dimensions. Elles ne sont pas, comment vous dire, Ils ne sont différentes. pas strictes. Non. Elles s'influencent les unes les autres. Parce que Interrelié. typiquement, un pays où l'export il est important, normatif, bah, le gouvernement il va essayer de soutenir en fait. Formation sur l'export, les gens ils seront plus, ils pourront acquérir déjà dans des formations, éventuellement par apprentissage pour les étudiants, plus de compétences. Et c'est un effet de boule de neige. Donc votre remarque elle est très très intéressante parce qu'effectivement ces dimensions-là ne sont pas, n'évoluent pas du même point où effectivement ça se rejoint. Mais ça, quand je dis par exemple comment on gère l'incertitude, ça c'est d'autres travaux de Hofstede en fait, qui disent que selon les pays, on n'a pas le même niveau d'évitement. Il y a des scores d'évitement d'incertitude. C'est un pays qui a peur de l'incertitude et du risque. Il a peur de l'incertitude et du risque. Le risk Hofstede, avoidance. la démontre. Ouais. Mais après, les Allemands, par exemple, je pense que la France est dans les 75, les Allemands c'est 95. Donc ils aiment encore moins l'incertitude. Ah ouais. Donc il y a des degrés qui ne sont pas les mêmes. Mais ça a un impact sur la recherche. Je ne peux pas transgresser sur la recherche parce qu'on Ouais. on veut avoir plus de précision, on veut mesurer plus parce que justement, on archive. C'est- Oui, voilà, c'est ça. C'est paradoxal par rapport à l'Allemagne, Mhm. qu'ils aient si peur d'incertitude alors qu'ils exportent beaucoup. En fait, je pense que c'est différent parce que si tu as peur de l'incertitude, tu vas essayer de tout contrôler. Voilà. Mettre des procédures. Donc en fait, c'est le levier de la peur de l'incertitude. Les Allemands, ils vont... C'est Ouais. exactement ça. Comment on gère nos incertitudes? Là, il reste chez lui. C'est ça. Il en fait son Ouais. père, C'est et ça, l'autre, oui, c'est ça. Ah, C'est dans la gestion Et des les risques, bas. c'est ça. C'est ça. Donc c'est... ou ça peut être encore troisième, c'est le C'est ça. Donc c'est... ou ça peut être encore troisième, c'est le calcul. Mhm. Ouais, Et c'est ça. après, On vous laisse poursuivre. Ouais, on est là pour discuter, de toute façon, c'est intéressant. Donc voilà, il y a ces trois dimensions qui sont un petit peu reliées. Et là, juste pour en fait relier les deux cadres vraiment institutionnels, cette dimension cognitive, c'est qu'on sait sur l'export, il est plus lié à des processus de gestion de l'information dans l'entreprise, en fait. Comment on répond à cette information export. Et puis, par exemple, les lois, les régulations ont peut-être avoir un impact, ça s'appelle position, ont peut-être avoir un impact, ça s'appelle positional advantage. En fait, c'est une supériorité en termes de compétences export. Donc, cette supériorité en termes de compétences export, comme on en a parlé tout à l'heure, si le gouvernement met en place beaucoup de formations autour, enfin, il essaie de former de manière extensive beaucoup de formations autour, enfin, il essaie de former de manière extensive les gens à l'export, ça pourrait être impacté. Ouais, c'est lié à la différenciation. C'est ça. Et finalement, normatif, si l'export il est important, on peut se dire que les entreprises vont viser en fait à augmenter leur niveau de performance internationale parce que c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est très apprécié par la société. Donc ça, c'est l'idée très globale de la recherche. Les auteurs, c'était lesquels dans Les auteurs, en fait, pour tous, options. Et puis là, en fait, avec mes co-auteurs, nous avons développé une échelle pour mesurer l'environnement institutionnel des exportateurs. Ça, c'est une étude que je ne vais pas présenter en détail. On avait comparé la Roumanie, la France et la Chine pour ça, parce que c'est des environnements des différences fortes à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça a donné? Vous êtes intéressé. Moi, je vais vous dire dans 2-3 mots si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, en fait, sur la dimension régulatoire, en fait, est-ce qu'on pense que le gouvernement soutient les PME à l'export? En Roumanie, il y a des gros problèmes de corruption. Soutient les PME à l'export. En Roumanie, il y a des gros problèmes de corruption. Donc, il y avait des échelles, des questions, pensez-vous, je ne sais pas, que le gouvernement soutient les PME à l'export. En Roumanie, c'était terrible. Sur une échelle de 1 à 7, c'était des moyennes de 2, très bas. Ils étaient pas loin des Roumains. Et en France, c'était moyen, en fait. Mais ça vient vraiment de l'environnement institutionnel. En Chine, probablement, ils ne sont pas contents à cause du régime.
En Roumanie, ils sont très remontés contre la corruption et en France, il y a quand même des entreprises qui se tournent, et heureusement, vers un gouvernement. Ensuite, sur la partie normative, en Roumanie, il y avait un score très très élevé. En fait, les gens pensent que l'export, c'est une preuve de performance, parce que les options de croissance dans le pays, comme c'est un pays en voie de développement toutefois, ne sont pas énormes, donc automatiquement, s'ils veulent développer du chiffre d'affaires, des profits, ils doivent se tourner vers l'export. Les Chinois, c'était un peu pareil, et sur cette, on va dire, cette valeur de l'exportation de la société, en France, c'était moyen. Il y avait des différences significatives entre les pays, en fait. Et c'est sur la dimension cognitive, en France, il y avait le plus de connaissances export, en Roumanie, la Roumanie, comme c'est un pays qui a l'économie libre de marché, elle a été mise en place depuis 1989, la révolution roumaine. Avant, c'était une économie planifiée. Les gens sont conscients qu'ils ne sont pas assez bien formés ou qu'ils ont moins bien représentés que la France. Et les Chinois, ils se situent au milieu. Mais en tout cas, sur toutes les trois dimensions, entre les trois pays, il y avait des différences très significatives. Mais ce n'est pas étonnant, parce qu'on avait pris un pays développé dans lequel l'exportation, la France exporte depuis longtemps, toutefois, et les entreprises la France exporte depuis longtemps, toutefois, et les entreprises sont assez habituées avec un environnement, surtout ici, stable d'un point de vue politique, avec des politiques de soutien, en tout cas, qui sont là, hein, qu'on les utilise ou pas, mais elles sont là et elles sont intéressantes. À la Roumanie, où il n'y a quasiment pas beaucoup de grammes de soutien, enfin, il y en a, mais ce n'est pas aussi développé qu'en France, et où il y a des problèmes de corruption. Donc les gens, ils sont très méfiants, ils n'ont limite pas confiance dans le cadre législatif et juridique. Et en Chine, ils ont l'impression de ne pas être très soutenus non plus. Donc c'est ce que je vais présenter en détail aujourd'hui. Mais sur la base de cette étude-là, en comparant la Roumanie, la Chine et l'Allemagne, j'avais développé cette échelle de mesure de l'environnement institutionnel avec des différences entre les trois pays. Et ensuite, j'avais exploré l'impact de cet environnement sur l'utilisation de l'information à l'export et dans les PME françaises. En fait, d'un point de vue méthodologique, juste pour expliquer un petit peu, j'ai réalisé des entretiens avec des petites et moyennes entreprises roumaines et françaises dans un premier temps. Et ensuite, j'ai réalisé une étude quantitative. J'ai administré un questionnaire seulement en France et seulement quantitative. J'ai administré un questionnaire seulement en France et seulement sur l'industrie des métaux, parce que ma thèse, elle a été financée par le Conseil régional de Lorraine. Et en Lorraine, voilà, il y a des problèmes avec cette industrie-là. Ils étaient très intéressés, voilà, de financer des études pour mieux comprendre comment. Vous qualifiez les SME PME, c'était la définition de l'Union européenne, moins de 250 employés, moins de 40 millions de chiffre d'affaires. Et de mon analyse, par contre, j'avais exclu les TPE, parce qu'ils ont des comportements un petit peu spécifiques, par rapport notamment à la recherche d'informations export, et repose sur une seule personne, et c'est très différent. J'ai aussi exclu les filiales de mon étude, parce que j'avais observé dans la phase qualitative que en termes de comportement de veille, n'ont pas les mêmes comportements, parce que parfois la recherche de l'information et l'export, elle est complètement déléguée à la maison mère, et ils ne font pas ça en fait. Bon, ça c'est... Bon, quand on construit un questionnaire, on utilise des petites questions pour les concepts qui étaient utilisés dans d'autres études. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, je peux vous les montrer à la fin pour avoir une idée. Je vais vous présenter dans un premier temps les interviews que j'ai menées et en Roumanie et en France, et par la suite, les résultats de l'étude quantitative. Donc ça, c'est pour avoir un tableau récapitulatif des interviews menées en Roumanie, il y en a 10. Des interviews menées en Roumanie, il y en a 10. Pour les industries des métaux et textiles, de nouveau, c'était ce fameux contrat de recherche avec la région Lorraine, et pareil en France. Pour l'étude quantitative, je n'ai pas poursuivi. Au début, la région est organisée bien, par exemple, même actuellement, l'industrie des métaux en Roumanie, c'est la première industrie exportatrice du pays. Tandis qu'en France, c'est une industrie qui est complètement en perte de vitesse.
Donc en fait, je pense que la comparaison n'aurait pas été pertinente parce que tout simplement en termes d'avantages compétitifs du pays, c'est très différent et c'est pas. Parfois il y a des avantages compétitifs du pays, c'est très différent et c'est pas. Parfois il y a des choses qui ne sont pas comparables. Notamment en termes de base de données, on ne peut pas accéder aux entreprises de la même manière. Donc en termes de réplication de l'étude, ça n'aurait pas été équivalent. Donc pour les interviewés, l'industrie, la position, enfin la fonction, ça dépend. Comme vous voyez, en Roumanie, il y a plus d'homogénéité. L'export, il est souvent géré par le. Mais bon, c'est juste une étude qualitative, c'est 10 entreprises, c'est pas représentatif. Le dirigeant. C'est un peu comme autour de cette table, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes et peu de femmes. C'était un petit peu ça dans les interviews aussi. En Roumanie, souvent, ils ont des backgrounds techniques ou parfois des doubles backgrounds quand ils gèrent les activités export. En France, c'est davantage des gens qui ont fait des études d'économie ou gestion. Donc, c'est un peu différent. Le nombre des employés. Nombre des pays d'exportation. Ce qui est intéressant, en Roumanie, ils ont moins de nombre de pays d'exportation, plus en France, mais ils exportent plus. Donc, c'est vraiment pas pareil. Le principal pays d'export, et puis nombre d'années d'expérience internationale, beaucoup plus important, visiter de la libération de l'économie de marché en Roumanie. Donc, ça, c'est des choses que j'ai dit plus ou moins. Donc pour les résultats de l'étude qualitative, là-dessus, il n'y a rien de très original, c'est-à-dire les gens s'intéressent surtout. Là-dessus, il n'y a rien de très original, c'est-à-dire les gens s'intéressent surtout aux clients étrangers, où ils les contactent en premier en tant que source d'information pour connaître leur marché. En deuxième position, ils préfèrent les importateurs et puis les foires. Ça permet d'échanger en fait et aussi pour les salons, ils mettaient beaucoup en avant en fait la rencontre avec la concurrence, l'observation des concurrents. Donc c'était quelque chose qui était très très bien. Sur les concurrents, c'est intéressant parce que en Roumanie, systématiquement, ils me disaient si je veux savoir quelque chose, je vais contacter mes concurrents. Donc c'est c'est standard. En France, il y a seulement 2 entreprises qui vont parler, mais de nouveau, c'est une étude qualitative et c'est juste une impression. Après, je ne sais pas du tout comment ça se passe à l'échelle du pays et je n'ai pas creusé cet aspect-là, mais c'est quand même intéressant de voir qu'en Roumanie, en plus, ils les appellent les copains. Donc c'est quand même marrant. Export aussi. Donc ça, c'est par exemple la CCI ou les sources gouvernementales, Business France, etc. Les entreprises roumaines n'aiment pas du tout ça. Ils parlent beaucoup de la corruption. Ils pensent que ce n'est pas la peine de demander des aides ou parce que de toute façon, ils vont les donner à leurs copains. Ils disent clairement ça. Ils sont vraiment très remontés. Avec une exception, tandis qu'en France, je dirais que la perception elle est plutôt favorable. C'est-à-dire dans ces sources-là d'information. Même si clairement, ils préfèrent tous les sources informelles. Ils préfèrent échanger avec leurs clients ou l'importateur. Mais néanmoins, de nouveau, en France, c'est assez favorable par rapport à la CCI notamment, qui a, je dirais, beaucoup de succès auprès des PME. D'information, je leur ai demandé qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien utiliser. Ils parlent tous de l'expérience. Donc c'est assez naturel parce que forcément, si l'expérience elle est longue, riche et variée, ils pourront faire des analogies et utiliser davantage l'information. Ensuite, sur quoi vous vous informez? Principalement, c'est clients et concurrents. Là aussi, il n'y a rien d'original. C'est toutes les entreprises, je pense que c'est leur focus. Ensuite, des observations sur la base de l'étude qualitative. Les entreprises, en fait, c'est peut-être aussi une question de taille, communiquent bien et d'une manière très informelle. Il y a peu de procédures formelles dans les entreprises. Ensuite, en général, c'est vraiment des structures centralisées et informelles. Et par rapport à des procédures d'intégration un peu plus formelles qui permettraient, par exemple, si vous avez un responsable export qui démissionne, tout ce qu'il sait dans les PME, comme ils n'ont pas beaucoup de personnel,
Et ces activités reposent souvent sur une personne. Si la personne, elle part, c'est un vrai problème parce qu'en fait, la connaissance et l'expérience de la personne, elle part. Et la question de remplacement peut être difficile. Donc, Il n'y a pas de transfert de données. C'est ça. Personnel, il n'y a pas de reprise. C'est ça. Pratiquement. Exactement. Donc ça, c'est un réel problème. Les personnes qui arrivent, elles recommencent tout, parfois sur le même marché. Exactement. Ça, c'est un vrai problème. Donc si jamais avait été fait, ça permettrait à la personne qui arrive de regarder un petit peu et puis de comprendre un petit peu un historique des opérations. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec l'information? Premièrement, ils vont l'utiliser pour comprendre des choses. Typiquement, ils me parlent, j'ai compris par exemple des choses. Typiquement, ils me parlent, j'ai compris par exemple que j'avais fait une erreur, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Donc, c'est des systèmes d'apprentissage. Ils discutent avec leurs sources d'information, surtout les clients et les importateurs. Et ça met de la lumière peut-être sur des incompréhensions sur un produit qui n'avait pas marché, ne fonctionnait pas, etc. Après, il y a beaucoup en fait d'innovation. C'est-à-dire qu'ils modifient des produits ou ils créent des nouveaux produits pour répondre aux besoins spécifiques du client. Surtout dans l'industrie de métaux où là, très souvent, en fait, c'est des produits sur mesure, surtout en Roumanie. C'est un peu moins le cas en France, mais en Roumanie, j'avais remarqué ça. Et sinon, parfois, il y a des décisions un peu stratégiques. Il y a une entreprise qui m'avait dit que sur la base de l'information recueillie, ils ont compris que ça ne valait pas la peine d'envisager un joint venture avec Chine. Ils envisageaient plusieurs projets de ce type, où il y a une entreprise roumaine qui disait qu'ils ont compris qu'il ne faut pas aller au Brésil. Donc parfois, c'est aussi des questions de segmentation des marchés, de décision d'implantation qui sont remises en question. Mais en tout cas, l'idée, c'est que chaque fois ils ont l'information. Ce qui semble intéressant, c'est que l'équipe managériale se réunisse et qu'ils réfléchissent à comment l'intégrer, à prendre des décisions, à réagir pour des choses sur leur marché d'export et l'exportation. Ensuite, ça c'est sur les 3 dimensions là dont je vous ai parlé. La dimension régulatoire, donc oui, voilà, les Roumains ils sont très négatifs tout le temps en fait. Il m'avait dit que le gouvernement vole l'argent des exportateurs, donc c'est extrêmement négatif. En France, il y avait d'autres problèmes parce que c'était 2005, c'était les questions d'intégration européenne. En France, il y avait des problèmes plus des craintes par rapport à l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie à l'époque. Beaucoup de craintes par rapport au coût en fait, de production de ces marchés-là. Et puis, parfois, ils disent qu'en Allemagne, c'est mieux, ou ils ont l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Mais c'est pareil en Roumanie, ils ont l'herbe elle est plus verte ailleurs, mais c'est juste que les raisons ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, c'est plus la corruption, et de l'autre, c'est des problèmes, ils ont des soucis par rapport à leurs coûts de production qui sont bien réels et qui les inquiètent au jour le jour. Ensuite, les entreprises roumaines réalisent qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience. C'était 2005, des entreprises qui exportaient depuis 4 ou 8 ans. Ils étaient conscients, les gens, qu'ils sont débutants d'une certaine manière et qu'ils ont beaucoup à apprendre. Donc, ils avaient complètement conscience de leur manque d'expérience, en tout cas. Par contre, ils réalisent bien, parce qu'ils me disaient, on est plus cher, en gros, mais que nous exportons depuis longtemps. Donc, dans leurs relations d'affaires, notamment avec des pays de l'Est, ils avaient compris qu'il y a une différence de compétences. Puis finalement, sur la partie normative, en Roumanie, ils disent que les gens sont fiers, mais que, de nouveau, le gouvernement, il est fier qu'on exporte, mais qu'il ne nous aide pas. Et ils sont fiers d'exporter, donc ils disent ça d'une manière très... personne... C'est contradictoire, Oui,
c'est des ressentis. Après, c'est juste une étude qualitative et c'est 8 entreprises en France, 10 en Roumanie, c'est certainement pas représentatif. Donc, c'est de nouveau, c'est juste peut-être c'est les gens que j'ai interviewés. On ne peut pas généraliser ces interviewés. On ne peut pas généraliser ça à l'ensemble de la... C'est peut-être les secteurs, surtout métallurgiques. Oui. Eux, ils ont pensé qu'ils devront toujours en vendant en France. Oui. Ils ne sont pas très contents. Ils ne sont pas l'histoire de fierté, mais ils ne sont pas très contents des efforts supplémentaires. Non, c'est une industrie qui est en crise depuis longtemps. Ils sont dans des logiques maintenant beaucoup plus d'import-export. Ils ont dû changer, intégrer beaucoup de mutations ces dernières années. Et c'est une industrie où le coût de la main-d'œuvre est important. Il se reflète beaucoup sur le coût de... C'est certainement lié à l'industrie. Vous avez complètement raison. Maintenant, pour l'étude quantitative, donc j'avais visé toutes les entreprises exportatrices de l'industrie des métaux en France. Sur les PME, en fait, la population, c'était 624 entreprises. Donc, la population, c'était 624 entreprises, donc il n'y en a pas énormément. Et avec un taux de réponse, en fait, de 20% environ. Donc, pour la capacité d'absorption en général, sur une échelle de 1 à 7, les scores, les mesures se situaient au milieu. Donc, clair dans mon échantillon, et j'en ai conscience, les entreprises qui étaient très performantes m'ont répondu. Toutes les autres qui étaient certainement... qui sont sorties moins bien ne m'ont pas répondu, malgré que j'avais vraiment dirigé les relances téléphoniques envers des entreprises avec typiquement moins de chiffre d'affaires export, moins de profits, avec typiquement moins de chiffre d'affaires export, moins de profit. Mais je pense qu'ils ne voulaient pas me répondre parce que vous voyez bien, la moyenne de la croissance, c'est 19%, 17%, ce qui est énorme en fait, avec un écart type de 38%. Et le développement de l'export, sur une échelle de 1 à 7, c'est 5,24. Donc, c'est plutôt très positif. Ça, c'est des mesures de performance, les profits, le chiffre d'affaires export, et puis la satisfaction avec les activités d'export. Donc, tout ça, c'était plutôt très positif, ce qui laisse comprendre clairement que j'ai plutôt interviewé des entreprises qui allaient très bien. Donc, par rapport à l'étude quantitative, en fait... déjà, effectivement, l'acquisition de l'information export et puis ces procédures d'intégration de l'information export dans l'entreprise ont un impact fort sur la capacité des entreprises à répondre en fait à cette information. Un impact légèrement plus important pour ces procédures d'intégration qui souvent font défaut aux PME. Répondre à l'information qu'ils acquièrent pour modifier des produits, par exemple, pour décider d'aller sur un marché ou un autre, ces activités de réponse, ça les aide à construire des compétences dans le domaine de l'exportation pour segmenter, par exemple, des marchés, dans le domaine de l'exportation pour segmenter, par exemple, des marchés, pour bien gérer le marketing mix, des compétences un peu plus techniques pour la gestion des opérations d'export, etc. Et si ces compétences sont supérieures à la concurrence, les entreprises sont plus performantes, en fait. Quant à la on peut remarquer un impact direct, en fait, donc la dimension cognitive, ce que les gens savent sur l'export en France, a un impact très naturellement sur leur capacité à acquérir l'information export, à l'assimiler à l'intérieur de l'entreprise et puis à l'utiliser, effectivement. C'est que le gouvernement soutient les PME n'a aucun impact. Ça peut paraître peut-être, comment vous dire, peut-être ça peut vous surprendre, mais la littérature sur les politiques de soutien export met souvent en évidence des impacts non significatifs de la perception des mécanismes d'aide sur des différents process et performances en entreprise. Par ailleurs, on peut par exemple penser qu'il y a beaucoup de mécanismes d'aide, mais pour des raisons de temps, peut-être qu'on ne les utilise pas. Et dans ce cas-là, même si la perception est positive, ça ne veut pas dire qu'on les utilise et qu'on ça veut pas dire qu'on les utilise et qu'on les fructifie.
Et la dimension normative, donc la dimension là qui avait trait en fait au fait que les gens pensent qu'il est bien d'exporter, que c'est quelque chose de très important, a un impact sur la performance internationale qualitative. Oui. Mon échantillon, c'était 107 entreprises sur la population de 624. C'était assez bien. Donc, je vous ai présenté tous les résultats. Je m'arrête ici et je serai ravie de parler avec vous. Merci à vous.